Fait qu'Ian, tu as vu les questions, tu es à l'aise avec ça, puis on va peut-être partir sur des tangentes, là. Fait que, Ça marche, oui. improv, man. Bonjour à tous, on va attendre une petite minute que tout le monde se connecte. On va commencer bientôt. T'entends pas le lave-vaisselle, Patrick, en arrière? On peut commencer, Patrick, si tu C'est veux. ton lave-vaisselle qui. Oui, je peux commencer. Bien, bonjour tout le monde. Mercredi 16 septembre, soleil radieux aujourd'hui. Deuxième édition de l'automne. Très heureux d'avoir avec nous Ian Jeffrey, qui, soit dit en passant, n'est pas que le cofondateur et CEO de Breathe Life, mais c'est aussi un des membres actifs de l'écosystème Startup de Montréal, un des premiers à avoir mis sur pied Founder Fuel. Je me souviens t'avoir vu au Monument National en 2013, je pense, devant un crowd. 2011. Ouais, c'est 2011, ça. imagine-toi. Fait que ça fait 9-10 ans, toi, tu t'impliques dans l'écosystème startup. Moi, je suis un newbie comparativement à toi, là, avec Innocité en 2000. J'ai fait Innocité en 2015 et puis plus récemment Osmo, Bonjour Startup depuis 2 ans. Mais toi, ça fait un bout de temps que tu es là. Puis ravi de t'avoir avec nous. Merci de te prêter au jeu du Très content Fire. d'être là, Patrick. C'est vraiment très cool de t'inviter. Merci. On a, on a une conversation à avoir, évidemment, sur ta ronde de financement que tu viens de closer. C'est toujours excitant, ce genre d'événement-là dans l'écosystème, parce que ça nous donne du momentum. Mais tu sais, je vais juste prendre un pas de recul. Tu as fait, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai eu un flash tout à l'heure en parlant à quelqu'un qui me rappelait que tu étais un des premiers membres actifs de l'écosystème startup. Puis ça, c'est pas rien. On a ici avec nous Ian. Donc, tu es un entrepreneur, mais qui s'est impliqué dans l'écosystème. Euh, peut-être juste nous parler de ton parcours. Tu sais, tu es parti de Founder Fuel dans le giron de Real Venture, puis là, tu es rentré dans Password Box, ensuite Breathe Life. Comment ça s'est fait ce parcours-là? Parle-nous un peu de ça. Je trouve ça intéressant. Ben, avec plaisir, Patrick. Puis je pense que pour bien comprendre l'histoire, il faut reculer même avant ça. Il faut reculer en 2006, moi, j'ai toujours été entrepreneur depuis que j'ai 12 ans là, que j'ai créé mes jobs à gauche, à droite. Puis en 2006, j'ai quitté Montréal, puis je suis allé à San Francisco. Puis c'est là que j'ai goûté au tech pour la première fois. Tous mes autres trucs, c'était jamais en tech. Puis j'ai passé 4 ans là-bas, puis sans rentrer en détail, on a bâti une business, on l'a vendu à Shutterfly. Et puis, à un moment donné, c'était temps pour moi de quitter la vallée. Tu sais, je voulais revenir à Montréal. Mon cœur est ici, évidemment, puis j'avais quitté déjà 2 fois, puis je suis revenu à tous les fois. Puis quand je suis revenu à Montréal, je pensais être obligé d'aller travailler dans une grande entreprise. Tu sais, dans ma tête, la communauté de start-up, ça existait nulle part ailleurs qu'à San Francisco. Puis j'ai été très surpris de rencontrer la première personne que j'ai rencontrée, c'est Mark McLeod, qui aujourd'hui travaille Oui. avec nous aussi comme advisor. Il n'est pas allé chez FreshBooks, lui, à Toronto? Oui, il est allé chez FreshBooks. Après ça, il est parti sa propre entreprise, mais tu sais, il a joué un très gros rôle dans les débuts de Shopify aussi, là. Un gars extrêmement intelligent, extrêmement bien plugué. Puis c'est lui le premier que j'ai rencontré à Montréal. Mm-hmm. Puis j'ai comme fait, OK, il semble y avoir quelque chose. And this was the very early days of Real Ventures, tu sais. Ouais, Puis là, ouais. il présentait à John Stokes. Ouais. Puis j'ai comme fait, OK, attends un peu, là, il y a quelque chose qui se passe à Montréal, puis je ne m'en vais pas nécessairement travailler pour CGI ou une grosse entreprise de ce genre-là, mais j'ai fait un contrat à mon retour pour TELUS dans le milieu web. Je les ai aidés un peu pendant 9 mois. Mais grosso modo, le gros instigateur pour moi, c'était quand John me parlait de vouloir bâtir un accélérateur à Montréal, puis quelque chose dans le genre de Y Combinator, Techstars et tout ça. Puis ça m'a vraiment touché parce que je me disais, aïe, il y a des choses qui se passent à Montréal
dans le milieu des startups, but no one knows about it. Puis moi, mon gros driver, c'était « Let's put Montreal on the map ». Et ça, c'est dans les années de Beyond the Rack that was killing it. Puis comme c'est possible de le faire ici, mais si on n'en parle pas, personne ne le sait, personne n'est au courant. Puis il faut en parler. Puis toi, je sais que tu connais très bien ce fondement-là. C'est ce que tu fais day to day. C'est ça qui m'a vraiment excité de me joindre à la gang de Real puis de lancer Founder Fuel. C'était en 2011. Puis là, en faisant ça, bien évidemment, on a moussé beaucoup Montréal, tout ce qui se passait, tout ça. Puis, éventuellement, je suis comme tanné d'aider les entrepreneurs. Moi, je bâtissais un programme, oui, c'est une forme d'entrepreneurship, mais je voulais regoûter à, I wanted to build again from scratch. Fait que, bon, je n'ai pas commencé tout à fait from scratch parce que je me suis joint à Password Box qui venait de closer leur série A. Mais ça m'a remis dans le bain. Puis là, on a continué à avancer avec Password Box. On avait le vent dans les voiles, puis éventuellement, on a vendu à Intel. Puis quand on a vendu à Intel, j'ai pris la direction générale. Puis j'ai commencé à ressentir un désir de vraiment me réimpliquer beaucoup dans la communauté. Puis c'est là que j'ai commencé Montreal in Tech, le blog sur la communauté tech à Montréal. Fait que c'est moi qui ai commencé ça avec Gabriel Sundaram. Puis je n'étais pas capable de contribuer à la communauté comme je le faisais en dirigeant Founder Fuel. Mais là, j'avais trouvé un autre moyen. Je me disais, OK, let's tell the stories of the businesses here. Et donc, c'est là que j'ai commencé Montreal in Tech. Je suis toujours un peu impliqué, mais beaucoup moins qu'avant. C'est vraiment Gabriel qui mène la charge là. Mais après ça, on a rentré les Startup Drinks, Tech Noël, tous ces événements-là, ça vient tout de la même gang. C'est tout Gabriel et éventuellement moi qui ai commencé à diriger tout ça. Puis c'est pas pour dire qu'on les a commencés forcément. Mais Tech Noël, c'est maintenant vraiment moi qui lead cette initiative-là. Puis il y a encore des vieux de la vieille comme David Dufresne puis Phil Tellio qui m'aident. Mais beaucoup du travail, c'est moi qui le fais. Puis je pense que c'est important qu'on compte les histoires de ce qui se passe à Montréal parce que sinon, no one knows. And if no one knows, no one does anything about it. Oui, puis c'est snowball effect. L'idée aussi, c'est de mettre en lumière, pas juste les succès, les histoires, c'est le narratif qui est important. C'est de comprendre 100%. Ce qui s'est passé derrière ce projet-là, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Fait que ça, c'est ça aussi, c'est d'en parler, c'est de parler d'entrepreneuriat tech à Montréal qui est important. C'est pour ça que ce qu'on fait ici à toutes les 2 semaines, ça participe de ça aussi. C'est comment est-ce qu'on peut alimenter la discussion dans l'écosystème. Ça a tellement changé, là, Patrick. On ne se connaissait pas dans ce temps-là, là, en 2011, mais on était dans la communauté, mais on ne se connaissait pas personnellement. Mais il y a 2 ans à Tech Noël, le Tech Noël qui a eu lieu à Notman House, j'étais là avec Gabriel, puis il devait y avoir, je ne sais pas, 300 ou 400 personnes dans la salle. Puis on s'est regardé, puis on a dit « We did it ». Puis on était comme « What do you mean we did it » on ne connaissait personne. Which was the goal. Avant, on allait à Tech Noël, on connaissait tout le monde. Là, on connaissait personne, puis on avait comme réussi à faire en sorte qu'on ne connaît plus le monde, qu'il y a tellement de monde dans la communauté qui sont actifs, puis qui contribuent, puis qui parlent de leurs histoires, leurs succès, leurs failures, que we feel like we've accomplished something. Puis il faut continuer, évidemment. Là. It's a never-ending story, mais... Développer un écosystème, c'est 25 ans. C'est ça. Le chiffre magique, c'est 25 ans. Admettons qu'on se dit 2010, on va faire un chiffre rond. Là. Ça fait 10 ans qu'on le bâtit. Il nous reste plus de la moitié du chemin à faire encore. Avant qu'on ait des gros exits, avant qu'on ait des IPO de taille, avant qu'on ait des scale-up qui attirent des investisseurs de partout dans le monde, on a encore une dizaine d'années avant de bâtir ça. Ce que j'ai vu, moi, à Stockholm, par exemple. Je peux me permettre une petite histoire. Là. Nous, on a vendu la compagnie à Intel. Puis là, on avait 120 personnes qui travaillaient à Montréal. Pour Intel, c'était des jobs bien payés. C'était du gros R&D. C'était vraiment très, très fort. Puis éventuellement, Intel a vendu McAfee. Nous, on a suivi ce groupe-là. Puis éventuellement, un private equity qui a décidé de fermer le bureau de Montréal puis de déplacer les jobs ailleurs dans le monde. Puis ils ne voulaient plus investir. Puis j'avais des appels de journalistes de tous les gros journaux. Puis ils me disaient tout, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, they're killing our jobs, blablabla. Je dis,
That's one way to look at it. The other way to look at it, c'est de te dire que pendant 4 ans de temps, Intel a employé 120 personnes à gros salaire, leur a fait vivre des expériences uniques. Puis maintenant, dans ces 120 personnes-là, il y en a un paquet qui vont partir des nouvelles entreprises. Absolument. Qui vont faire aller le cycle. Moi, j'ai maintenant 40 personnes dans notre équipe. Marc-Antoine Ross, qui était le co-founder de Password Box, il y a une vingtaine de personnes. Greg Whiteside, qui était avec Diffuse. Greg Whiteside avec Human AI, un autre 20 personnes. Ça crée tellement de jobs. Puis il n'y a pas aucun journaliste qui a rien écrit de négatif parce que I told that story about it's not that bad. It's actually not a bad thing. Oh, oui, puis Dan Robichaud avec Diagramme, oui, tu sais. Fait que ça, exact. Magali chez Inovia, fait que c'est une roue qui tourne. Oui, exact. Martin, peux-tu fermer ta caméra le temps qu'on finisse? Super. À tout de suite. C'est toujours une question de perception, hein? Oui, tout à fait. To the story. Puis tu sais, là, tu es rendu avec Breathe Life. Parle-nous un peu de ce projet-là, puis de ce qui t'anime. Tu sais, passer de la sécurité online, puis avant même, c'était patrimoine, c'était transmission. Il me semble que c'était quelque chose de Password Box, la mission originale, c'était pas des passwords au départ, c'était plus la gestion du En fait, pas le patrimoine, mais c'était les succession de mots de passe. C'était ça au départ. Mais moi, je suis arrivé après ça. Tu sais, dans le fond, ce que l'équipe fondatrice s'est rendue compte, c'est que la meilleure façon de gérer ton patrimoine de password, c'est de gérer tes passwords pour commencer. Tu sais. Fait que c'est de même qu'ils ont comme pivoté dans cette direction-là. Moi, je suis arrivé à cette époque-là. Puis, et donc, écoute, l'idée de bâtir quelque chose dans le monde de l'assurance est venue de l'équipe de Diagramme. Right? Fait qu'eux, ils trouvent des idées là où il y a peut-être des opportunités de bâtir des business. Puis moi, quand j'avais la mission de fermer le bureau à Montréal d'Intel, je savais que je voulais partir quelque chose de nouveau, mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais partir, mais I was going to start a new business, c'était sûr. Puis éventuellement, c'est Dan spécifiquement, Dan Robichaud, qui m'a parlé de l'assurance. Puis ce qu'on fait aujourd'hui est très, très différent de l'idée d'origine de Diagramme. Mais j'ai commencé à réfléchir à l'industrie de l'assurance vie, tu sais. Puis quand tu dis assurance vie, tu penses de l'assurance, tu sais, c'est boring. C'est boring as hell, right? Mais quand tu regardes fondamentalement ce que fait le produit d'assurance vie, it really brings good to the world, right? Fait que tu mets en place un produit d'assurance vie au cas où quelque chose t'arrive puis tu meurs. Fait que moi, j'ai 2 enfants, j'ai de l'assurance vie. Si je meurs demain, il va y avoir un gros chèque qui va aller à ma conjointe, qui va payer les 2 maisons, qui va payer l'éducation de mes enfants, puis qui vont faire en sorte qu'ils n'auront aucun stress financier dans la vie. Évidemment, il y a le stress émotionnel, mais from a financial standpoint, everything is taken care of. Puis en bout de ligne, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on protège la sécurité financière des individus en vendant une technologie aux compagnies d'assurance vie qui n'en ont pas de technologie aujourd'hui. C'est tout vendu sur papier. Ouais. Et donc, il y a une vocation très humaine à ce qu'on fait. Et ça, c'est ce qui me drive, moi, particulièrement. Puis c'est ce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches au tout début, en fin 2017, c'est que je disais, OK, there's real meaning to this. We're not building like an app to get more Twitter followers. Il y a vraiment une vocation, une bonne vocation. Puis ça, c'était comme la première affaire qui m'a drivé. Puis quand j'ai parlé avec Jean-Nicolas, qui était quelqu'un que j'avais rencontré chez Password Box, que j'aimais beaucoup, puis que je m'étais dit un jour, je vais partir une business avec lui. Quand on a commencé à parler de ça ensemble, lui, il m'a dit, mais lui, à 9 ans, triste histoire, mais son père est décédé. Du jour au lendemain, dans un mois, son père est décédé, puis il y avait de l'assurance vie en place. Donc, lui, il a bénéficié de toutes les choses que je viens de mentionner. Tu sais, la maison a été payée, l'auto a été payé, il était allé à l'école privée au primaire, secondaire, à l'université, tout sur le dos de l'assurance vie que son père avait mis en place. Puis ça, c'est extrêmement porteur. J'en ai des frissons en parlant. Puis ça, c'est ce qui nous drive, nous, comme organisation, c'est d'avoir un impact positif sur le monde, puis we're building something of meaning. Puis, tu sais, on pousse ça très, très loin là, dans tout ce qu'on fait. Là. On a un channel Slack, puis à chaque fois qu'il y a une police d'assurance vie qui est achetée à travers notre software, on a une notification qui dit que ça a été vendu. Et le nom du channel s'appelle The Impact Channel.
Ah oui, OK. Puis je dis à l'équipe, tu sais, à chaque fois qu'on a one notification, that's one more family that we've protected. C'est cool. Ça, c'est super important pour nous autres. C'est cool, ça. On amène vraiment une valeur humaine. Là. Puis tu as comme dans ta quête de sens, tu étais capable de trouver une business qui t'amène la valorisation. Parce que c'est important aussi, je pense, pour toi, d'avoir du sens dans ce que tu fais. Pas juste build for building, not tech for tech. Non. Fait que ça, on comprend bien ça. Parle-nous un peu de la clientèle, puis comment elle a réagi durant la crise qu'on vient de vivre, la pandémie. Là. C'est qui tes clients? Puis comment ça a impacté, comment la pandémie les a impactés? Fait que nous, nos clients, c'est les compagnies d'assurance vie. Ouais? Fait qu'on peut penser à, mettons, Banque Nationale ou La Capitale ou SSQ qui sont tous des clients à nous. Fait que nous, on vend un software aux compagnies d'assurance. Quand la pandémie est arrivée, il y a eu un moment de panique, comme tout le monde. Évidemment, la priorité numéro 1, c'était get business continuity. Mais puis après ça, nous, on a eu peur parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis en réfléchissant beaucoup à ce que ça voulait dire, le confinement et tout ça, ultimement, c'est une très triste histoire pour l'être humain, évidemment. Là. Je ne veux pas que personne soit malade. Mais du jour au lendemain, l'industrie ne peut plus vendre face à face, assis à la table de cuisine, sur du papier. Ouais. Puis, la majorité des polices d'assurance vie se vendent de cette façon-là. Et donc, du jour au lendemain, soudainement, les compagnies d'assurance vie ont besoin de transformer de façon digitale, de vendre à distance, de vendre par des moyens beaucoup plus modernes, par des moyens que le consommateur s'attend. Le consommateur, il achète des maisons en ligne. Pourquoi il n'achèterait pas une assurance vie en ligne? Mais c'est quasiment impossible aujourd'hui de le faire. Et donc, la réponse courte à ta question, c'est moment de panique. Après ça, c'est comme oh my God, les choses qu'on pensait faire dans 2-3 ans, on va commencer à les faire tout de suite parce qu'on n'a pas le choix si on veut survivre. Et donc là, on est en train Toi, tu es là avec une tech. C'est ça. Puis toi, on est là, puis on est comme écoute, you can build this internally. Yes, it's true. Fais-toi plaisir. It'll take you 3 years. C'est ça. Si tu le fais avec nous autres, tu vas être live en 10 à 12 semaines. What do you want to do? Ouais. C'est un peu le message qu'on communique. Ben, quel bon timing, hein? Je suis pas mal certain que c'est ce qui a accéléré les discussions pour ta ronde que tu as closée de 11,5 millions. Félicitations pour ça en passant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours... tu sais, c'est autant toi, la cloche qui sonne, c'est une police qui a été vendue via votre tech. Quand il y a une ronde de financement dans l'écosystème startup, c'est comme une cloche, c'est la cloche d'église qui dit « Hey, le village s'éveille encore plus. » Tu sais, on est en train de croître. Fait que parle-nous de cette ronde-là, puis comment tu en es arrivé là, puis c'est quoi le plan de croissance lié à ça? Oui, merci de poser la question parce que je m'en allais assez de t'interrompre et de dire que tout n'est pas rose. Tu sais. Oui, on a closé la ronde, puis on est très, très fiers d'avoir passé à travers ça, surtout dans la pandémie. Mais je ne me rappelle même plus si je te l'ai dit, Patrick, mais ça me fait plaisir de le partager avec toi et les gens qui nous écoutent. Mais nous, on a commencé notre processus de financement en janvier 2020. Puis mon plan, c'était d'avoir des term sheets au mois de mars, puis de closer ma ronde au mois de juin. Ça, c'était le plan. Ça, c'était le plan. Ouais. Everyone has a plan until they get punched in the mouth. C'est ça. Fait que nous, on était partout aux États-Unis, à New York, Boston, San Francisco. We were on the road avec Jean-Nicolas, d'ailleurs. Puis au début mars, on avait 3 term sheets. Si je peux me permettre l'expression, for a big fucking round. Ouais. Puis du jour au lendemain, on les a perdus les 3. Right? Parce que là, soudainement, les investisseurs étaient oh my God, il faut qu'on protège notre portfolio existant. C'est pas le temps de s'engager dans une nouvelle business. We really like you guys, but let's wait and let's postpone this. Fait que je me suis retrouvé bredouille, comme on dit en québécois. Et puis, mais j'avais encore des conversations qui roulaient. Et donc, évidemment, on a fait des ajustements à notre burn. On savait qu'on avait un certain runway puis qu'il fallait qu'on réajuste notre burn. Puis, par chance, dans notre industrie, c'est très, très driven by travel and events and sponsorships. Fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de budget qui était attitré à ça, qu'on a coupé à zéro parce qu'on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait faire rien de ça. Fait qu'on a protégé l'équipe autant qu'on pouvait, mais il a fallu qu'on fasse des coupures. Fait qu'on a laissé aller 6 personnes.
Et puis là, ben, j'ai recommencé, continué à travailler le funnel d'investisseurs. Puis évidemment, ben, vous le savez maintenant, on a eu notre ronde de financement. Mais ça a été tough, ça a été vraiment, vraiment difficile de laisser aller les gens. Puis tu sais, le timing, comme tu as mentionné tantôt, tu sais, it's the one thing we don't control as entrepreneurs. And unfortunately, it's often the most influential thing there is. Tu sais, je veux dire, Timing is everything, man. C'est tout, tu sais, puis tu l'as vécu dans ton expérience Théo, tu sais, who knows, si ça avait lancé 2 ans plus tôt, maybe things would have been different, tu sais, c'est vraiment difficile, puis... Things would have been tougher, en fait. Puis tu sais, c'est là où tu vois des fois, les cas de succès, c'est toujours, oui, il y a le bon plan, oui, il y a la bonne équipe, oui, les bons investisseurs, mais quand la fenêtre s'ouvre, c'est le bon timing, c'est là que ça décolle. Ouais. Puis là, vous avez peut-être effectivement un vent qui souffle dans votre voile avec cette accélération forcée de la tech, l'introduction des techs. Dieu sait qu'il y a des compagnies conservatrices dans les industries en général, ces compagnies d'assurance, right? Fait que c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille très fort en ce moment. On se dit, how quickly can we influence our funnel? Mais oui, il faut qu'ils transforment. Puis il y en a qui l'ont fait, mais sont très, très rares ceux qui l'ont déjà fait. Puis c'est les grosses compagnies. Là, les Sun Life, les Canada Vie, ils ont des budgets internes. Souvent, ils ont déjà fait leur bet. Mais il y a plein de small medium qui ne l'ont pas fait encore. Puis, tu sais, pour l'avoir vécu dans le passé, Ian, là, tu viens de lander 11 millions. Puis c'est certain que tu avais réduit ton burn, mais il fallait quand même que tu rembourses des affaires que tu avais engagées. Puis tu attendais cette ronde-là, ça, c'est sûr. Tu n'as pas besoin de me dire oui, mais je suis pas mal certain. You know the game. Et puis là, tu regardes la prochaine ronde. Tu es déjà en train de penser à la prochaine ronde. Fait que tu es assis dans le driver's seat, là, puis là, tu te dis, OK, on a une bonne traction. C'est quoi le prochain milestone? Parce que là, tu vas vouloir, tu as les compagnies canadiennes, américaines potentiellement. C'est quoi? What does growth look like? Ouais. Fait que, tu sais, là, on a des clients au Canada, on a des clients aux États-Unis. Tu sais, on a prouvé qu'il y a un marché pour ce qu'on fait. On a prouvé que notre produit livre la grande valeur pour nos clients. The next step is really owning the US market. Tu sais, on doit absolument avoir beaucoup plus de clients aux États-Unis pour closer le genre de ronde qu'on veut dans une prochaine ronde de financement. Fait qu'en ce moment, 90% de nos efforts sont dans le marché américain. On a des employés dans le marché américain. It's really about nailing that market. Évidemment, c'est un marché beaucoup plus gros qu'au Canada, mais peut-être encore plus important, c'est que c'est un marché qui est moins... comment tu dis ça? Moins concentré comme au Canada. Les 4 fragmenté. Oui, c'est plus fragmenté, right? Fait que ça, c'est une opportunité pour nous. Au Canada, il y a 4 gros carriers. Après ça, il y a un paquet de petits, tandis qu'aux États-Unis, c'est moins de même. Fait que c'est vraiment marché américain. Ensuite, après qu'on ait vraiment bien pénétré le marché américain, c'est un problème mondial. Le problème that we're tackling existe en Asie, il existe en Europe aussi. Puis là, bien évidemment, c'est une course contre la montre. T'sais. Combien de temps ça va prendre pour que quelqu'un voit qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis se dise « Hey, on peut le faire, puis on peut le faire plus vite, ou on peut le faire dans mon marché, ou quoi que ce soit. » Parce qu'en ce moment, le gros compétiteur, c'est les équipes de développement interne. Les équipes de développement interne existent simplement dans les grandes compagnies d'assurance. Puis ensuite, c'est les gros legacy providers qui sont là depuis 25-30 ans. Leur culture interne fait en sorte qu'ils ne vous rattraperont jamais. Ça, c'est Exactement. sûr. Exactement. Fait que someone else is going to catch on. Oui. Dans le monde de l'assurance habitation puis automobile, il y a une compagnie qui s'appelle Duck Creek qui font ce que nous, on fait, qui viennent d'aller public. Mais dans le monde de l'assurance vie, il y a un startup qui est proche, mais pas tout à fait ce qu'on fait. Fait que, it's a race. Puis tu sais, regarde, j'ai une question, d'un participant à la conférence, Frédéric Gagnon. Comment améliorer le déficit d'internationalisation des startups québécoises? Ça, c'est une super bonne question. Tu sais, je pense à... moi, Stockholm, c'est devenu un écosystème de référence parce qu'il y a le même nombre de startups à Stockholm, mais ils ont été capables de créer des grosses business basées à Stockholm, attirer des investisseurs là-bas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des Spotify puis des Skype qui ont créé quand même un momentum.
Mais tu sais, il y a une des grosses licornes dans le domaine financier s'appelle Klarna. Puis ils sont restés à Stockholm parce qu'ils ont été capables d'aller chercher des parts de marché aux États-Unis. Ce que tu fais va dans le bon sens. Puis la question que je me pose, que je te pose maintenant, c'est comment tu vas faire pour garder, tu sais, je ne dis pas que Password Box, c'était une erreur de vendre Intel, pas du tout. Tu sais, it was part of the path, puis c'est bien correct. Mais tu sais, si ton but, est-ce que ton but, c'est de garder un siège social? On rêve grand, là, tu sais. Est-ce que Breathe Life fait un IPO à Montréal puis garde son siège social? C'est-tu ça, là, l'ambition? Écoute, l'analogie la plus proche de ce qu'on fait, puis qui n'est pas parfaite, c'est ce que Shopify a fait pour le online store. Right? Nous, dans le fond, c'est white label pour vendre l'assurance vie en ligne. C'est ça qu'on fait. Puis pour moi, Shopify, c'est une inspiration énorme. Tu sais, je les connais depuis très, très longtemps à cause du travail que je faisais avec Founder Fuel. Puis moi, j'ai vraiment Montréal tatoué sur le cœur. Puis je veux bâtir quelque chose d'énorme à Montréal qui va faire rayonner Montréal, qui va créer des jobs à Montréal, qui va contribuer à l'économie. C'est vraiment ça que moi, je veux faire. Puis je pense que, comme tu dis, it's not a good thing or a bad thing, it's a question of desire. Mais tu sais, Stockholm, mettons, là, sont juste plus loin des États-Unis. It's that much harder to sell ils ont to the été US capables, market. tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que it's that much harder to sell to the US. C'est une zone facile, là. Pas facile de vendre, mais je veux dire, c'est tellement accessible que c'est beaucoup plus facile. Et donc, nos instincts en tant que Canadiens sont probablement pas les mêmes que les instincts des gens en Europe parce que it's just that much further. Et donc, je pense que c'est probablement culturel beaucoup. Mais tu sais, des Lightspeed, des Shopify et compagnie, là, tu sais, as mentionné FreshBooks. Là. FreshBooks, là, they'll go public eventually. I don't know when, but they will. Mais ça inspire les entrepreneurs locaux. Puis pour ça, tu sais que c'est de même que ça marche. Tu sais. L'entrepreneur qui commence voit ça, puis il veut faire pareil. Puis, mais il y en a beaucoup plus à New York ou à Boston ou à San Francisco ou you name it. Tu sais. Puis qu'est-ce qui va faire que tu vas être capable de réussir? Parce que ce qui est crucial, c'est ta croissance aux États-Unis puis éventuellement dans d'autres sphères comme en Europe ou en Asie. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir aux États-Unis qui va être réplicable dans d'autres pays puis qui est crucial en ce moment? Là? Parce que tu es probablement en train de bâtir ton équipe, ta croissance, le funnel. Tu sais, c'est un funnel B2B avec des cycles qui sont plutôt lents au niveau des assurances, mais peut-être que le tien est accéléré à cause de la crise. Fait que, parle-nous un peu de ça, on va finir avec ça. Ouais. Écoute, je dirais même que c'est plus qu'un cycle B2B. Tu sais, un Lightspeed, c'est un cycle B2B. Tant qu'à moi, nous, c'est Enterprise. Oui, tout à fait. It's a mess. Tu sais, c'est des cycles de 9 mois, 12 mois. Absolument, là, absolument. Extrêmement long. Par contre, tu sais, comme là, on est en train de signer un deal. Knock on wood, moi, je l'ai signé hier, puis là, j'attends le CEO qui signe de leur base. C'est un deal de 10 ans, à plusieurs centaines de mille par année. Tu sais. Quand tu es là pour longtemps. On est en train de bâtir cette machine-là de vente. Là. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé un Chief Client Officer qui s'appelle Patrick, d'ailleurs, qui nous arrive de 20 ans d'expérience en Enterprise Sales. Lui, il a bâti des équipes mondiales. Il a travaillé chez Oracle pendant 15 ans, dont 12 aux États-Unis. On a une machine qu'on est en train de monter. Il est américain? Il a une double citoyenneté maintenant, mais il est québécois d'origine. Okay. Il est au Québec en ce moment, mais il a passé 15 ans aux US et il est devenu citoyen. Et donc, lui, ça a été un ajout incroyable à l'équipe, puis il amène une expérience Enterprise que moi, je n'avais pas, qu'on avait un petit peu développé chez Intel, mais pas 20 ans d'expérience. Parce que c'est de la vente stratégique. Il faut connaître les rouages de cette vente-là. C'est ça. Fait que, moi, j'ai la relation avec le CEO, lui a la relation avec le VP. Le VP. C'est ça. Fait que c'est vraiment. C'est qui le user? C'est qui qui a le budget? C'est qui qui a le. C'est ça. Who matters, who doesn't, lequel il faut juste. Qui a le pouvoir de dire non? C'est ça. Fait que c'est vraiment. It's been a hell of a learning experience parce que moi, j'avais jamais fait ce genre de vente-là. Puis Pat amène une expérience incroyable. Puis il le fait mondialement. Fait que it's part of the long-term game. C'est quoi son nom? Patrick Viau. OK. Puis c'est ça, il a été chez Oracle longtemps, il a été chez SAP longtemps, puis il était chez TradeShift, qui est une start-up qui est basée à San Francisco et je pense c'est peut-être Stockholm, en tout cas quelque part en Europe d'origine, puis qui ont un bureau à SF, puis il gérait les ventes mondiales pour la compagnie. Tu as quand même été chanceux de pouvoir aller chercher
Quelqu'un qui a de l'expérience comme ça, senior, là, on pourrait se dire, 20 ans, c'est quand même c'est une expérience senior. Ouais. De s'intéresser à une petite start-up de Montréal qui veut conquérir le monde, c'est quand même, c'est pas rien parce que tu ne peux pas lui offrir le package grande entreprise. Tu peux pas. Non. Fait que probablement qu'il y a des options. Peut-être, ça dure des longues conversations. Comment tu as fait ça, juste pour je suis curieux? Ben, en fait, c'est un intro qu'on a eu d'un de nos investisseurs. OK. Puis Patrick, tout comme moi, puis tout comme Arash, qui est notre CTO, on est tous des Québécois qui sont partis aux États-Unis to chase the startup, right? To chase the startup ecosystem. On a tout Montréal tatoué sur le cœur. So that's a big, big part of why Patrick wanted to do it. C'est comme, lui, il voulait être in the trenches, at the head office, in Montreal, building something global and big. Fait que c'est nos ambitions, puis sont grandes. It's going to be difficult, but so far so good, knock on wood. The journey's fun? It's a lot of fun. It's been a hell of a good ride. Ben, je suis super content, Ian. Time's up, malheureusement. On pourra en parler pendant des heures, c'est sûr, mais j'ai l'impression d'avoir pris un café avec toi. Fait que c'est d'être dans un café, conversation informelle. Fait que je suis très content de t'avoir vu. Puis je te propose qu'on se revoie dans un mercredi startup dans un an quand tu vas avoir closé ta série B de 75 millions US. It's not about the size of the money, it's about what you do with it. Puis je te souhaite tout le bonheur et le courage qu'il te faut pour croître. Fait que merci d'avoir été avec nous, Ian. Mais merci beaucoup de l'invitation. Je peux faire quoi que ce soit pour t'aider toi ou n'importe qui écoute. Là, please reach out. Ça me fait plaisir. Super. Merci beaucoup. Ciao, salut Martin. Salut Ian. Bon, je vais demander à Martin, Isabelle et Jean-Louis d'ouvrir leur caméra. Bonjour les amis. Bonjour Martin. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très, très bien. Ça va bien, merci. Désolé, là, je t'ai coupé ta caméra, ton inspiration. Je me suis branché sur mon Mac en même temps. C'est mon erreur. Je ne voulais pas te kick-out, là. Tu restes avec nous. Donc, on a maintenant, pour la deuxième moitié, on a le plaisir d'avoir Martin Lessard, qui est PDG de MT Lab, Isabelle Lopez de My Smart Journey et Jean-Louis Goussieff. Est-ce que je le prononce bien? Goussieff, c'est bon? C'est parfait. C'est parfait. Donc, on a deux entrepreneurs qui ont été dans le programme d'MT Lab et on a le DG d'MT Lab qu'on a le plaisir d'avoir avec nous. Toujours très éloquent, Martin, toujours passionné aussi. Fait que je suis très content de t'avoir ici et de nous présenter deux entrepreneurs qui ont collaboré avec toi. Parle-nous un peu de qui est MT Lab, mission, objectif, les ambitions pour Montréal. Puis après ça, on va aborder la question du secteur qui était quand même touché par la crise. Fait que, commençons par MT Lab. Je vais expliquer un peu. Oui, Patrick fait allusion au fait qu'on est en tourisme. MT Lab est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. Et ça s'est donné que ces trois thèmes-là ont été frappés de plein fouet par la COVID. Peut-être pour vous rassurer tout de suite, on est là. Ça veut dire que ça s'est quand même bien passé. On est quelque part aussi, des fois, c'est dans une crise qu'on voit si on est pertinent ou pas. On est toujours pertinent, on amène toujours l'innovation. C'est le contexte qui a changé. Nous, ce qu'on fait au MT Lab, ceux qui connaissent très bien le monde des incubateurs accélérateurs, souvent, on va mettre les incubateurs en début de parcours. On va aider une start-up ou un entrepreneur à partir de son idée ou à faire son prototypage, à se rendre jusqu'au marché. Les accélérateurs vont souvent partir genre du marché quand ils ont fait leur première traction, faire des ventes, aller vers l'international et même, justement, comme Yann, se faire financer sur les grands marchés, série A et B et compagnie. Nous, on est à la frontière des deux. Donc, on est un peu à la fin de l'incubateur, un peu au début de l'accélérateur. On s'appelle quand même incubateur parce que c'est un peu comme ça qu'on est parti. Et notre particularité, c'est qu'on fait l'adéquation au marché. On a 11 grands partenaires. C'est peut-être une caractéristique, effectivement, qui nous distingue des autres. Donc, on fait de l'innovation ouverte avec nos partenaires, qui est comme nos clients qui nous payent. C'est des partenaires au sens, dans notre anneau, qui participent vraiment. Ils sont très présents. C'est eux qui font la sélection des startups. C'est eux qui coachent ou qui donnent les cues aux startups pour savoir si leur produit est en adéquation avec le marché. Et on peut savoir soit parce qu'ils deviennent des fournisseurs, soit qu'ils se font un peu aider, ou soit qu'ils se font conseiller en disant « va voir tel endroit, il y a peut-être
de la matière pour toi. Notre but, donc, c'est de permettre aux startups, on en a 15 par année, à découvrir si le tourisme, la culture et le divertissement est bien un secteur pour eux. Et peut-être un petit spoiler, pour beaucoup de monde, c'est, à mon avis, un secteur intéressant parce que c'est un secteur assez vierge en innovation et beaucoup de startups qui ne sont pas en tourisme, culture et divertissement s'y retrouvent. Et j'ai 2 startups avec moi qui vont peut-être, à mon avis, le démontrer. Ben, c'est super. Puis tu sais, on peut pas aborder l'MT Lab sans parler de son secteur, puis de l'effet de la pandémie depuis mars. J'aimerais ça que tu nous parles de ça, comment tu es passé au travers de la crise avec tes partenaires puis tes startups. Tu sais, certains qui ont vu leurs revenus fondre comme neige au soleil. Parle-nous un peu de ça. Comment tu as Oui, vécu? effectivement. C'est parce que, ouais, OK. Peut-être déjà comprendre pourquoi qu'on a autant de partenaires qui sont restés avec nous, parce qu'on a quand même d'autres incubateurs qui sont dans le reste du monde qui, eux, ont mordu la poussière dès le début de la pandémie. Je pense à Travel HQ à New York. Nos partenaires sont très, très solidaires ensemble, mais c'est peut-être faut en tenir compte parce que le tourisme est en partant un milieu de collaboration. Le touriste qui part de Shanghai prend Air Canada, qui est mon partenaire, atterrit à l'aéroport de Montréal, qui est mon partenaire, passe une nuit dans un hôtel de Montréal, Tourisme Montréal, mon partenaire, vont peut-être au musée de la civilisation à Québec, c'est mon partenaire. Donc, vous voyez que la collaboration est built-in. Donc, déjà en partant, cette notion de vouloir travailler ensemble existe. Et là, quand la pandémie est arrivée, donc c'est quelque part tout ce tissu-là, quelque part, qui s'est un petit peu désagrégé. Donc, ils sont les premiers touchés, mais ils sont assez résilients, c'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin d'innovation quand même. On reste quand même très niche. On ne va pas sauver l'aéroport en soi, mais on est capable de leur dire si vous avez besoin d'avoir de solutions innovantes qui permettent de pouvoir trouver la distance entre les gens ou avoir des genres de UV qui permettent de pouvoir nettoyer quelque part parce que les UV permettent de tuer des bactéries, pas des bactéries, mais des virus comme la COVID. On a ces solutions-là parce que nos startups sont capables de se revirer parce que nous, on les prend toujours en début de parcours. Ils ne sont pas encore très, très figés, donc ils sont capables de changer leurs solutions. Puis je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui se dirigeait vers surtout la culture en faisant des shows multimédia. Et quand le COVID est arrivé, évidemment, tous ces shows ont tombé. Donc, on dit, mais oui, mais j'ai des capteurs, j'ai des projecteurs et je suis capable de pouvoir reconvertir tout mon équipement pour pouvoir voir la distance entre les gens, le projeter et pouvoir même avertir. Et du coup, ça a plu à beaucoup de partenaires de voir qu'on pouvait arriver avec des solutions qui sont prêtes à l'emploi. Et dans notre cas à nous, c'est de dire, mais OK, avant, c'était l'accueil, c'est ça, le tourisme, c'est beaucoup d'accueil. Mais si c'est le sanitaire qui devient la priorité, on va vous en trouver, nous, des startups qui ont des solutions innovantes en sanitaire et qui n'est pas nécessairement juste du savon, mais aussi des concepts que vous allez entendre tout à l'heure de Jean-Louis et d'Isabelle. C'est donc vraiment de voir qu'il y a toujours des besoins, même en crise, et donc du coup, on reste pertinent. Et dans le cas de nos partenaires, on leur a dit, OK, on comprend que en fait, ça va mal chez vous, vous avez moins de revenus, mais vous avez quand même besoin de faire toujours plus avec moins de gens. On a des solutions qui permettent de pouvoir automatiser des choses. Vous devez des fois améliorer quelque chose en ayant quelque part, en fait, de la distanciation. On est capable de rendre accueillant quand même un espace malgré qu'il y a ces règles sanitaires. Donc, de faire plus avec moins, souvent, l'innovation, c'est ça. Donc, quelque part, on a juste converti un peu nos solutions, parler à nos startups en disant est-ce que votre solution peut être décrite autrement? Est-ce que vous pouvez voir comment, en changeant le narratif, tout d'un coup, vous êtes empathique face à leurs besoins et de trouver un fit win-win, le fit to market, l'adéquation au marché. Et ça s'est avéré que dans notre secteur très, très petit, on a réussi très rapidement à trouver une vingtaine de startups qui avaient des réponses très, très pointues à des besoins très ponctuels. On n'a pas résolu tous les problèmes. Mais si on parle d'innovation en tourisme, culture et divertissement, bien, ça reste pertinent. C'est quand même un exploit que tu aies pu garder ces partenaires intéressés à participer parce que quand ça va mal, l'opération, en général, l'innovation, tu mets ça de côté puis tu focuses sur l'opération, le critique, le courant. Fait que, j'imagine que tu as joué un rôle là-dedans, toi, appeler tous tes partenaires puis les ramener dans la danse, si je peux dire. Ce que je dirais, c'est que je ne mettrais pas tout ça sur mes épaules. Déjà, en partant, si le MT Lab existe, c'est parce qu'il y a un écosystème tout autour. On est tellement niche qu'il me faut des startups qui ont été formées ailleurs et qui vont pouvoir poursuivre ailleurs. Donc, déjà, en partant, moi, la notion de collaboration qui est comme built-in dans le tourisme, je l'ai aussi intégrée très rapidement. Et je pourrais dire que c'est un travail d'équipe, à la fois de mon équipe,
et à la fois des startups on leur a inculqué cette notion de travailler ensemble. Et donc, oui, c'est comme cette notion-là, elle est comme restée et ensemble, on a comme trouvé des solutions parce que j'avais des idées et tout, mais les partenaires avaient vu en amont, dans les 3 dernières années, ça fait comme on fête là, notre 3e anniversaire hier, quand on a ouvert nos portes, là, ont vu que ces gens-là, donc les individus, c'est pas juste des idées ou des règles procédurales, c'est des individus. Donc, c'est pas juste moi, c'est moi, mon équipe et les startups. Quelque part, on a bâti, quelque part, sans s'en rendre compte, la résilience qui a fait qu'on a pu passer à travers la crise. Parce que quand on leur a dit, on va vous présenter des solutions, ils ont fait comme, ah, OK, c'est des Isabelle de ce monde, tu peux me présenter, c'est des Jean-Louis. OK, je suis prêt à écouter, même si ma maison brûle, je suis prêt à écouter. Et ça, c'est le côté humain qu'on a pu construire, peut-être sans s'en rendre compte, mais je pense que c'est dans l'ADN du tourisme, de la culture et du divertissement. Donc, c'est comme une conséquence inattendue, très heureuse pour nous autres, qui prouve que ça peut marcher. Bravo, bravo, parce que tu touches à des secteurs qui ont été les plus touchés là, dans la crise. Le transport aérien, c'est quand même un des pires secteurs, là, un des secteurs qui a été le plus touché. Tu as invité aujourd'hui Stimulation Déjà Vue et My Smart Journey. Peut-être nous présenter tes entrepreneurs. Puis, peut-être très rapidement, aussi, mais bon, vous pouvez aller le voir. Il y a des liens évidemment avec la crise. Tu ouais. parlais de Air Canada, mettons des transporteurs aériens. Isabelle a fait justement un test avec Air Canada, puis ça marche super bien, puis ça va être étendu à travers le pays. Puis Jean-Louis aussi, qui travaille avec d'autres partenaires où ils ont su quelque part faire des pivots qu'on pourrait appeler à 45 degrés, donc toujours rester focus, mais en changeant un tout petit peu. Ouais. Et donc, Isabelle, je vais peut-être vous laisser vous présenter, mais Isabelle, c'est une de nos premières startups, la première startup de notre première cohorte. On était 8 au tout début. Et on a ici, donc, au fond, une solution qui venait d'un autre domaine. C'était, je vais le laisser un peu présenter, mais qui a réussi à dire à cours de route en disant, mais ma solution, elle ne s'applique pas telle quelle au monde du tourisme. Et elle a su, au fil des années, à comprendre en disant, mais il faut que je la change. Et donc, on a ici quelqu'un de très résilient qui a pivoté plusieurs fois et qui, au fond, dans la crise, elle a réussi à trouver encore plus de fit to market. Dans le cas de Jean-Louis, de Stimulation Déjà Vue, Jean-Louis, qui a un grand passé aussi de stratège, qui quelque part, même sans crise, je pense qu'il va toujours très, très loin. On a un cas ici de quelqu'un qui a réussi à quelque part, déjà en partant, à ouvrir tout un marché, dans ce cas-ci, de l'odeur des destinations. Et comment que dans une crise, quand il n'y a plus de destination, comment on peut se revirer de bord. Donc, Jean-Louis de Stimulation Déjà Vue, ainsi que Audrey Bernard, la fondatrice entrepreneur, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, ont comme trouvé des solutions, mais pas juste une ou deux, et qui marchent du tonnerre. Puis je vais peut-être leur laisser un petit peu la chance d'expliquer un peu ce que c'est. On vous écoute. Isabelle, on va commencer avec toi. Parle-nous un peu de toi, My Smart Journey, ce que vous faites, marché cible, l'impact de la crise sur ta business. Commençons par toi. Bon, Isabelle Lopez, je suis CEO de My Smart Journey. Donc, moi, je suis une fille qui avait un passé plus de stratégie UX. Donc, ça m'a servi souvent pour ajuster le produit au marché. Ce qui est vraiment, le fit to market, c'est vraiment la signature du MT Lab. Donc, nous autres, ce qu'on a, c'est un système qui est le plus facile qui soit pour pouvoir diffuser des informations dans des lieux publics, donc des informations contextuelles et multimédia dans des lieux publics. Et quand il y a eu la crise, il n'y avait plus de lieux publics. Donc, c'est un peu saisissant en soi. Donc, nos marchés, c'était beaucoup... c'est vraiment toutes les variations du tourisme, okay? Depuis remplacer les audioguides dans un musée, en passant par les réponses aux questions les plus fréquentes dans un bureau d'accueil touristique ou des tours guidés, des points d'information là, dans une région, donc avec les associations touristiques. Et puis, la crise a eu l'effet de carrément tout arrêter. Donc, tu sais, quand ton client, il y a une association touristique qui t'appelle, il dit on tire la plug, puis il dit c'est parce que moi, 100% de mes membres sont arrêtés et sont fermés. Fait que tu dis OK, d'accord. Et ce qui est propre au MT Lab, je pense que c'est cette espèce d'idée-là que très en amont, ils nous ont mis en relation. Fait qu'on a la possibilité, ils se sont assurés, ils nous mettent en relation avec leurs grands partenaires, qui sont des grands donneurs d'ordre. Et en même temps aussi avec des journées thématiques, là, par exemple, toutes les associations touristiques régionales, toutes les ci, toutes les ça. Fait que là, premièrement, comme start-up, ils viennent à toi. Fait que c'est sûr, ça sauve des frais et tout ça. Mais tu peux tous les voir en même temps, tu pitches en même temps à tous ces gens-là. Il y a une espèce d'économie d'échelle là, qui se fait. Mais c'est surtout qu'après ça, le pont est fait.
Le MTLab ne s'immisce pas dans ces relations-là quand nous, c'est à nous de maintenir le lien. Et on maintient le lien. Alors, quand est-ce que tout a arrêté? Moi, je pouvais encore prendre le téléphone et leur demander, c'est quoi ta réalité? Qu'est-ce qui se passe pour vrai? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Et avec tout ce principe-là d'empathie, on a bifurqué notre message. En fait, notre technologie, les visiteurs vont utiliser leur cellulaire pour pouvoir accéder à des contenus derrière des codes QR, du NFC, des URL courts. Puis ce qui nous rend super unique, c'est notre système de gestion qui est vraiment très, très facile à utiliser. Mais maintenant, tout d'un coup, notre système de gestion, en plus, était sans contact. C'était quelque chose qui était comme anodin avant, et tout d'un coup, qui est devenu dans le narratif quelque chose de super important. Fait qu'on a pu ajuster, premièrement, on a ajusté notre narratif. Ensuite, en écoutant ce qui se passait sur le terrain, on a réalisé qu'il fallait changer des features. Okay? Il y avait des choses qui étaient sur notre roadmap qui auraient peut-être été faites dans 12 mois, qui ont été devancées avec nos conversations. Okay, fait que c'est pas, par exemple, nous autres, on a commencé un projet avec Air Canada. Okay. Air Canada, ils ont des lounges pour leurs frequent flyers, tu sais, du monde qui voyage, qui passe 50 fois par an dans le même lounge, là, parce qu'ils font toutes les semaines. Bien, tu sais, un des grands features d'un lounge, c'est son buffet. Mais là, il n'y a plus de buffet. Puis tu n'as plus le droit tant ça de te déplacer finalement. Tu sais, on ne veut pas que tu bouges trop. Donc, il y avait cette espèce d'idée-là de la commande à la table. Alors, nous autres, on a eu un appel le 23 juin. Tu sais, genre, est-ce que vous êtes capable de bouger super vite puis de faire de la commande à la table tout de suite, ici, maintenant? Puis on vous utiliserait pour d'autres utilisations que vous avez traditionnelles. Mais on a besoin que vous ayez une commande à la table. OK? Et vous en avez besoin pour dans 3 semaines. Est-ce que ça vous tente? Et là, tout d'un coup, c'est là où tu vois que la mise en relation qui avait été faite 18 à 24 mois auparavant via le MTLab, où ce qu'on a gardé le contact, où ce que la personne chez Air Canada, qui est responsable de la relation avec Air Canada, avait maintenu aussi ces liens-là. Ça fait que le téléphone, il sonne. Normalement, ils n'auraient pas fait affaire avec une start-up pour quelque chose comme ça. Mais ils avaient besoin de bouger vite. Puis le MTLab leur avait ainsi que nous, nos interactions avec eux, on leur avait convaincu qu'on était déployable très rapidement. Donc, moi, j'avais toujours voulu faire ce que j'appelle des listes avec des triggers en termes techno, dans le fond. Mais c'est finalement, là, ça voulait dire, tu es fait maintenant, là. Si tu le veux, tu es fait maintenant. Fait qu'on a ouvert un premier lounge, on en a ouvert un deuxième, on en a 2 autres de prévus et plus encore. Okay. Et ils nous poussent à devenir GDPR parce qu'on veut ouvrir Francfort, Paris, etc. Donc, on se fait accompagner par Air Canada avec les plus grands standards de l'industrie en termes de sécurité des données. Et ça nous pousse par l'avant, puis ça nous propulse en Europe dans les meilleures conditions qui soient. Tu comprends? Fait que parce qu'eux autres, dans le contexte qu'ils travaillent avec une start-up, ils vont nous accompagner, ils nous prêtent leurs avocats qui nous expliquent c'est quoi un Data Processing Agreement et ils vont nous accompagner. Pour nous, c'est super important. On a eu toutes sortes d'autres appels comme ça parce que le saut du MTLab, c'est un saut de qualité. Ils ont créé des espèces des catalogues aussi. Ils ont créé des catalogues de solutions prêtes à l'emploi, comme il a raconté. Mais ça dit, genre, le MTLab remet son saut de qualité sur MySmart Journey. Fait que là, quand je parle, moi, une association touristique, je dis, regarde, je suis dans la liste, là, ils font une page web, tout ça, fait qu'on le met en signature, tout ça. Et là, il dit, parfait, parce que j'ai des nouvelles idées. Et tout d'un coup, la pandémie a fait plusieurs choses. Premièrement, ça nous a ouvert des nouveaux marchés, donc transport aérien quand même, c'est pas n'importe quel marché. Le bio-agricole, donc il y a de l'agro-touristique. Donc, on a commencé à mettre des informations sur des produits, vu qu'il n'y a plus personne pour faire la médiation et expliquer les produits. Okay. Là, tout d'un coup, on va avoir des boîtes aussi gourmandes, des choses comme ça. Et là, ça nous ouvre partout. Puis on a doublé nos employés. Puis on a récupéré les revenus qu'on avait avant. Fantastique! Wow! Fantastique! Je peux juste rajouter un point là-dessus. On voit bien qu'Isabelle, avec une solution, elle se débrouille très bien. C'est toujours une question d'entrepreneur qui est là. Un peu de la technologie, mais beaucoup d'entrepreneurs. Et effectivement, les relations qui font toute la différence. Dans le cas d'Isabelle, effectivement, on voit que c'est mis en application. En même temps, notre techno est vraiment flexible et est vraiment cool. Là. Je vous invite à aller voir le site web. Tu as une adéquation marché qui est arrivée à ce moment-là, clac. Puis quand tu dis livraison à court terme, c'est en quelques semaines? C'est quoi le délai? On s'est fait appeler le 23, on a été confirmé le 10, puis il fallait qu'on soit live le 20. OK, fait que c'est pas quelque chose qui devrait faire à l'interne. Oh, oui, c'est just in time. Let's go! Oui, exactement. Puis notre pour Air Canada, c'est lightning. C'est la vitesse lumière. Là. Mais écoute, il faut leur donner ça. Ils ont eu l'idée, ils ont livré de leur bord aussi. Hein. Il y avait comme 30, je pense qu'on avait 35 interlocuteurs chez Air Canada. Bon, mais très, très beau cas de succès. Bravo Isabelle pour ça. Passons du côté de stimulation déjà vue. Jean-Louis, parle-nous un peu de l'entreprise. D'abord, son marché, sa mission,
puis comment la crise a affecté votre industrie, puis c'est quoi l'opportunité qui a été créée? Avec grand plaisir. Moi, je prendrais un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, de la conséquence. C'est que stimulation d'un travail sur un univers émotionnel, sur les odeurs qui sont associées aux émotions. Donc, j'aimerais dire que la pire émotion que l'on va certainement se souvenir de Covid-19, c'est l'odeur de la tequila dénaturée, dans bien des cas sur les mains. Et ça a généré, je sais que ça peut paraître une plaisanterie, mais c'est ça qui a créé chez nous une réaction immédiate. Quand on a vu cet univers du tourisme, de la culture, s'arrêter, on dit, mais si la seule chose dont on va se souvenir, c'est la mauvaise odeur des produits sanitaires, qu'est-ce qu'on doit faire? Et comme tout notre univers était déjà de création, de méthodologie, était déjà en place, on s'est surtout adapté. De là, on a pu innover d'autres solutions et se dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas fait pour durer? Est-ce que ces nouveaux comportements ne sont pas là pour très longtemps, plus que de dire il n'y a plus d'opération? Cette innovation, on va aller voir tous les partenaires du MT Lab, on va aller voir tout l'univers qui est autour de nous, l'écosystème, en disant, de toute façon, vous allez être confrontés, non pas pour la sortie de crise, mais pour la permanence. Ça va être un nouveau comportement. Donc, faisons des choses qui soient agréables, faisons des choses qui vont au-delà du sanitaire, qui réveillent les sens, qui réveillent les émotions, et ça donne des perspectives. Donc, pour nous, j'ai beaucoup aimé le mot de Martin sur le pivot 45, je dirais avec l'équipe de Déjà Vu. On dirait que nous, on a fait plutôt les poupées russes et on a additionné des matrioshkas, on a additionné des possibilités, ce qui fait qu'on innove beaucoup plus large. Et il y avait aussi une réalité, on ne va pas se le cacher, je crois que tu disais ça aussi Isabelle au départ, l'impact n'a pas été sur les projets qui ont été arrêtés, ils ont plutôt été déplacés dans le temps. Ça, c'est quand même un univers fabuleux autour du MT Lab, c'est que nos partenaires, on va dire non, on ne met pas tout ça à la poubelle, c'est du très bon travail, mettons ça un peu de côté, dès qu'on peut, on reprend, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Et de là, on a pu relancer, penser à qu'est-ce qu'on fait du cash flow, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir les emplois. Et finalement, un peu comme Isabelle, on est plutôt sur une partie, je dirais, c'est un peu spécial et je pense à tous les gens qui ont eu des moments douloureux autour d'eux, de la maladie, des gens de cas de décès. Je dirais que nous, on a beaucoup innové, beaucoup créé et beaucoup appris de cette pandémie pour Déjà Vu. Et donc, parle-nous un peu du cas là, ou des cas de projets que vous avez implantés là, durant la crise ou du pivot 45. Comment ça s'est opéré puis avec quels clients? Parle-nous un peu de ça. Alors, je réserve un peu sur les clients. Je suis un petit peu discret là-dessus parce que bien souvent, ils implantent la solution puis ils attendent un petit peu d'avoir les réactions. Okay. Notre travail, il est avant tout sur les sciences cognitives, donc la mémoire acquise et la mémoire imaginée. L'odorat, donc on stimule les émotions, puis on les mesure avec la biométrie. Et avec cela, ça nous permet de voir des créations affinées qui ne soient pas du parfum, donc pas de choses corporelles, pas de choses capiteuses, pas de choses lourdes, à peine notables, et non plus pas de marketing olfactif. Je suis pas là, nous ne sommes pas là avec l'équipe d'Audrey, la fondatrice, pour créer de la vente d'envie de croissant ou de pommes ou de chocolat. Mais plutôt, c'est-à-dire, quelle est l'émotion de bien-être, d'anti-anxiogène, quand on pense à anti-anxiogène, et on l'a adapté à la partie sanitaire de très haute qualité. C'est-à-dire que vous nettoyez les mains et vous sentez. Et là, vous avez des choses qui vous reviennent. Donc, nous, on a travaillé sur les odeurs de destination, qui était notre originalité. Ah, je vois que Martin a un petit échantillon. Nice. Qui sentent le Québec, qui sont différentes interprétations du Québec, des interprétations mémorielles, hein, on ne fait pas de la géographie. Et de là, on a créé des objets, des supports qui s'adaptent aux différents cas. Donc, nous avons des transporteurs aériens effectivement, qui sont intéressés pour les zones, je dirais, anti-anxiogènes, sanitaires anti-anxiogènes. Vous imaginez, vous êtes dans un aéroport, toute la fréquence du plaisir de voyager n'existe plus. C'est l'inverse. C'est déjà, les portes sont fermées et vous êtes de sécurité hygiène, à la sécurité antiterrorisme, à la sécurité d'embarquement. C'est ça dans le parcours du voyageur. Donc, nos odeurs travaillées sur l'aspect cognitif, c'est pour relâcher ces moments-là, c'est pour avoir un plaisir et de se remémorer une destination, un lieu que l'on a mesuré. Est-ce que vous sentez bien cette odeur? Est-ce que c'est agréable? Oui, c'est une nouvelle expérience. Donc, on rentre dans une phase expérientielle. Et puis, on a découvert une chose, c'est que ce que l'on a fait créativement et ce que l'on a fait pour le sanitaire, en fait, ça pouvait se combiner et durer dans le temps et avoir une pérennité de business. Donc là, pour nous, ça a été une révélation.
Ah, j'en Et on ne doute l'avait pas. pas au départ. On l'avait pas. Alors, effectivement, il y a des unités qui vendent, par exemple, de la technologie mobile, qui sont intéressées à nos projets. Nous avons le Palais des Congrès de Montréal, qui est un partenaire du MT Lab, qui est avec nous depuis le départ, qui nous soutient beaucoup, où là, on a implanté une autre solution. Puis, il y a eu un dernier je dirais, volet matérialisé récemment. C'est que vous avez tous, je pense, et là, je pense à ceux qui sont en ligne, je pense que ceux qui sont ensemble et ceux qui nous écoutent, une des pires expériences, je dirais, de ce moment post-Covid ou en cours de post-Covid, c'est les fameuses stations où on met ses mains, où on appuie son pied, où ça passe, ça Ah, ouais, coule, ouais. on en a partout. C'est un enfer de design, c'est anti-humain. J'ai presque l'impression que c'est encore plus anxiogène. C'est l'anti-sanitaire du sanitaire dans la rue. Et en s'associant avec d'autres entreprises dans l'esprit, dont Keepop, nous avons cru ici, avec le support du MT Lab, dans son carrière, faire monter une chose designée, un vrai meuble, une vraie station où on a le confort, où il y a une expérience visuelle, une expérience tactile, où on met sa main Mhm. et on voit quelque chose qui est élégant, qui ne tombe pas, où ça ne coule pas sur les côtés. Ouais, ouais, Et ouais. l'odeur diffusée, c'est celle que vous retrouvez dans les différentes créations de simulations déjà vues. Donc, on a vu aussi une partie hardware qu'on n'avait pas pensé, s'il y avait notre intelligence dedans, et puis on a collaboré de nouveau, cette intégration. Ça a été une autre révélation. Si je peux me permettre de juste rajouter un point sur là-dessus, c'est effectivement d'avoir bougé très rapidement, de pouvoir sortir des vaporisateurs comme ça qui répondent à un besoin qui n'est pas tout à fait dans le marché habituel ou de participer, de collaborer avec d'autres startups. C'est ce que j'aime beaucoup. Et moi, c'est ce qui me fait tenir au MT Lab, c'est de voir des startups qui comprennent et qui travaillent ensemble, d'où la collaboration et que c'est tout à fait concret ce qu'ils ont fait et qui s'est adapté au marché. Et je crois que ça reste toujours fondamentalement ce qu'on fait, ce qu'on veut faire quand on veut aider dans l'écosystème dans l'entrepreneurial, aider les compagnies à trouver leur marché. Puis pour moi, c'est comme je suis toujours choyé de côtoyer ces gens-là. Ben oui, puis c'est super. C'est des cas vraiment, tu sais, j'aimerais ça. Tu te donnes envie là, de l'essayer. Là. J'ai envie que tu dématérialises ce truc-là, puis ça se rematérialise ici là, dans mon bureau pour l'essayer. Fait que félicitations à vous trois, puis merci de vous être prêté au jeu et de partager votre expérience auprès d'autres entrepreneurs. Et je vous dis à une prochaine. Moi, je vais terminer Merci beaucoup. la séance d'aujourd'hui. Merci à vous trois. Donc, rapidement, ciao, à bientôt. Rapidement, simplement vous dire qu'on a, donc on a vu aujourd'hui Ian, Jeffrey, Martin Lessard du MT Lab, Isabelle Lopez et Jean-Louis Goussieff de Stimulation Déjà Vue. Je vous rappelle que sur notre site web, vous pouvez télécharger la présentation d'aujourd'hui. Il y a des appels vous allez avoir donc des informations sur des appels de candidature, des événements, notamment la Bourse Plus de Montréal Inc. Donc, sur notre site web, il y a le calendrier des événements où vous allez retrouver ces appels de candidature et ces événements. Donc, je vous invite à les télécharger. Il y a notre canal dans Slack aussi, où vous pouvez échanger entre entrepreneurs. Donc, qui est toujours très actif. Il y a plus de 1300 membres aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, mercredi 16 septembre. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un autre bon programme avec des entrepreneurs. J'ai bien hâte à chaque fois que le mercredi Startup arrive, j'ai hâte d'avoir une conversation avec nos invités, nos entrepreneurs. C'est toujours fascinant. Puis je pense que l'objectif de nos rencontres bimensuelles, c'est justement de vous exposer à des histoires d'entrepreneurs dans la crise, post-crise, en croissance, pour partager justement cette expérience. Je pense que moi, comme entrepreneur, ça a toujours été très enrichissant. Donc, je vous dis à dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on a un invité spécial. On a Luc Rabouin qui est au comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est l'élu en charge du développement économique qui va venir nous parler d'un nouveau programme de la Ville de Montréal qui favorise la collaboration entreprise, grande entreprise et start-up. Et on a également Samer Sab
d'Explorance, le CEO et fondateur d'Explorance, qui vont être là parmi nous dans 2 semaines. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci à tous et toutes d'avoir été là. Au revoir. Ciao.